Donc, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de passer là, à travers un petit peu les étapes que j'ai suivies pour faire mon rapport là, sur Substack, donc de hier. Donc, ça s'intitule bon, plus de hausse, mais personne ne vend. Donc, c'est un peu ironique parce que aujourd'hui, le marché s'est mis à baisser là, un petit peu. Donc, la Nasdaq a perdu là, un petit peu plus que 3% par exemple. Le Russell n'est pas tellement là, baissier là, de son côté. Par contre, c'est ça, je voulais regarder, là, puis vous présenter un petit peu les mécanismes, puis justement là, être capable de regarder qu'est-ce qui se passe réellement pour éviter là, d'être pris dans le bruit, puis là, tout le monde un peu euh, tout le monde qui est un petit peu là, sur la panique. Donc, on va regarder là, les différents mécanismes que j'ai regardés ici suite à la rencontre de la Fed mercredi passé. Puis, on va faire là, étape par étape un petit peu là, mon processus, puis qu'est-ce que je vois un petit peu venir là, pour la suite. Évidemment, encore une fois, on ne peut pas prédire n'importe quoi. Donc, on va se faire certains scénarios, puis bien évidemment, ça va être le plus probable qui va survenir. Donc, on va regarder ça ensemble, puis je veux vraiment là, prendre le temps d'expliquer chacun des mécanismes. Pas nécessairement pour prendre une transaction tout de suite. C'est sûr que j'ai ouvert, là, si vous allez voir sur mon Substack, une position sur la Nasdaq. Mais évidemment, le range est quand même assez élevé, donc il faut probablement là, réduire un petit peu là, le sizing, puis de faire attention de ce côté-là, parce qu'il y a quand même un certain risque dans le marché. Mais je vois ça un petit peu aussi comme une opportunité parce que globalement, il n'y a pas de force majeure là, qui ont changé. Donc, Wash est arrivé. Puis je vais commencer là en même temps la présentation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Wash est arrivé puis a mis de la pression sur l'inflation dans le sens où, bon, il n'a pas fait de scénario, de prévision, comme quoi que l'inflation allait continuer d'augmenter. Il a même droppé là, les forward guidance que les autres responsables à la Fed ont fait là, depuis plusieurs années, puis on continue de faire. Donc, lui a décidé de ne pas en faire parce qu'il ne voit pas nécessairement l'intérêt. Puis il pense que les différents chairman de la Fed se sont fiés à ces forward guidance-là pour justement là, peut-être s'accrocher à leur scénario qu'ils avaient anticipé initialement, malgré le fait que peut-être l'inflation tournait puis que c'était pas la meilleure idée. Donc il a intégré l'idée là, d'aller parler à un comité pour attaquer les différents problèmes puis commencer un petit peu là, un début de réforme à la Banque fédérale américaine. Donc, principalement, ce qui est arrivé, c'est que Walsh a affiché ses couleurs en disant que le problème actuellement, c'était l'inflation. Donc, en disant ça, puis en n'impliquant pas nécessairement là, de prévision, ben, ça a créé sur le marché, évidemment, les taux courts qui ont commencé à augmenter. Donc, le taux, par exemple, 2 ans. Puis ce que ça fait, c'est que du même coup, ça fait baisser là, rapidement les anticipations d'inflation à court terme parce que ça dit que justement la Fed veut mettre la pression sur l'inflation puis la rebaisser là, du moins en bas de 3%. Fait ce que ça fait, c'est que les taux d'intérêt nominaux augmentent sur le 2 ans. Les anticipations d'inflation baissent, puis vous me voyez venir, le taux réel à court terme augmente. Ce qui initialement, évidemment, a mis une certaine pression là, sur le marché. Puis je vais montrer tout de suite dans TradingView. Je les ai ici. Ouais, donc ici, par exemple, là, j'ai les taux d'intérêt réels. Donc, on a vu là, c'était ici le mercredi, dans le fond, le 17 juin. Donc, on a vu une petite hausse ici, côté des taux d'intérêt réels. Bon, évidemment, ici, on a le 5 et le 10 ans. Mais le 2 ans là, a augmenté là, beaucoup plus que ça. Puis, on le voit avec l'écart. Dans le fond, là, le taux ici qui reste similaire. Puis les anticipations d'inflation là, qui chutent, évidemment, surtout à long terme, parce qu'on anticipe à court terme plus de hausse du côté du marché. Puis d'ailleurs, si on regarde ici au niveau du contrat à terme sur le taux de financement à un jour, on peut voir que la journée du 17 juin, donc mercredi passé, quand que la Fed a sorti puis a fait sa conférence de presse, on a vu le contrat baisser. Donc initialement, on anticipait le marché anticipait un 25 points de base là, de hausse, puis on s'est rendu jusqu'à un 50 points de base d'ici donc décembre 2026. Donc c'est pas rien non plus, on est baissé un petit peu en bas, sans toucher nécessairement le 3 hausses d'ici la
fin de l'année, là, ce qui ferait à peu près là, une hausse par rencontre là, qui va suivre. Donc, on a bien vu ici là, quand même que le contrat s'est repricé à la baisse pour justement ben, anticiper plus de hausse là, d'ici la fin de l'année. Puis si on regarde du côté 2027, donc même chose ici, on a le décembre 2027. Donc, d'ici décembre 2027, le marché anticipe un petit peu plus que 25 points de base là, de hausse. En même temps, ben, je vais présenter la courbe que j'ai ici. Donc, rapidement, ici, on a, dans le fond, là, la SOFR Strip qui est la courbe finalement sur les contrats à terme que je viens exactement de présenter. Fait que chaque contrat représente un point ici sur la courbe. Donc, on anticipe finalement, là, comme ici, deux hausses d'ici mars l'an prochain. Puis après ça, là, le cycle recommence là, vers des baisses là, tranquillement. Là, donc, peut-être ben, une baisse comme sur ici, là, comme 2 ans. Donc, ça nous mène à un taux terminal là, qui arrive en mars 2027 pour le plus haut taux là, qui va être pricé là, sur la courbe de taux d'intérêt. Donc, c'est ça pour les taux d'intérêt là, à court terme. Puis là, je voulais juste voir. Bon, je vais sortir ici. Donc, si je sors les taux d'intérêt 2 ans, donc c'est ici que le mouvement là, majeur s'est produit. Donc, si on regarde ici, donc exactement le mercredi passé où les taux ont augmenté massivement, comme j'ai dit tantôt, bien évidemment, ça a mis une certaine pression sur le marché. Je vais vous expliquer après ça le mécanisme, le mécanisme qui a quand même soutenu relativement bien le marché par la suite. Mais ça a été là, la pression initiale. Malgré tout, là, le marché a quand même bien pris la nouvelle. Aujourd'hui, on voit un petit peu de pression. Mais bref, c'était le mouvement initial ici. Puis par la suite, ben, évidemment, on a nos taux réels qui augmentent. Évidemment, mais ça va mettre de la pression là, sur les métaux comme l'or et l'argent, étant donné que ben, là, à court terme, là, les obligations deviennent un petit peu plus, au niveau du taux d'intérêt, un petit peu plus attrayant que les métaux qui offrent peut-être un moins bon rendement là, actuellement. Donc, ça a un impact aussi de ce côté-là. J'en ai pas nécessairement parlé. Donc, si on a nos deux hausses d'anticiper par le marché d'ici la fin de l'année, est-ce que ça va rester tel quel? C'est quand même une chose là, de pricer ces hausses-là, donc que les anticipations là, se rendent là. Par contre, ben, c'en est une autre là, que les hausses se matérialisent, donc il faut que ça se reflète quand même dans les données. Il faut voir que l'inflation reste quand même persistante. Puis si on regarde par exemple du côté du pétrole, je vais juste voir. Je vais passer ici avant, là, juste pour implémenter le mécanisme là, de la bonne façon, puis étape par étape pour pas perdre personne, puis non plus pas aller trop vite, puis me garrocher à gauche puis à droite. Donc on a le dollar qui vient capter aussi le différentiel, qui vient changer rapidement. Donc si on regarde le DXY, bien évidemment, avec les taux d'intérêt à court terme qui augmentent, ça met une pression à la hausse sur le dollar. Pourquoi? Bon, le DXY, pour faire simple, c'est l'indice qui représente le dollar US, puis qui est comparé là, principalement à l'euro. Donc, quand le taux d'intérêt aux États-Unis devient plus attrayant un petit peu que celui de l'euro, ou du moins quand le taux d'intérêt à court terme monte plus rapidement que le taux d'intérêt à court terme du côté européen, bien, on a une pression là, sur le dollar à cause du différentiel de taux. Puis une autre chose aussi, c'est que la croissance aux États-Unis là, est beaucoup plus forte actuellement. Fait qu'il y a ça aussi qui met de l'emphase sur le dollar puis qui donne une pression à la hausse parce que ben, les investisseurs sont en quête de justement de rendement du côté, par exemple, des obligations, mais aussi de la croissance. Donc, ça ne ferait pas nécessairement de sens de laisser son argent en euros ou investir en Europe, alors que le dollar US reçoit une pression à la hausse pour commencer. Puis en plus de ça, ben, il y a plus d'entreprises puis plus de potentiel de croissance là, aux États-Unis. Donc, on a vu justement le dollar augmenter assez rapidement. Puis par la suite, bien évidemment, où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est au niveau du reste, dans le fond, du mécanisme.
ce qu'on a vu sur la courbe de taux d'intérêt, c'est que si je reviens ici, je vais vraiment là, imager tout ça. Donc, si j'ai la courbe de taux d'intérêt, puis si on regarde ici, ben là, on a commencé finalement là, un flattener twist qui implique que justement, ben, les taux d'intérêt à court terme ont augmenté quand même rapidement, puis les taux d'intérêt à long terme ont baissé. Pourquoi les taux d'intérêt à long terme ont baissé? Bien évidemment, d'ailleurs, le changement se reflète ici. Là, on a le 2 ans puis le 10 ans. Donc, évidemment, à court terme, ça augmente pour les raisons que j'ai listées là, précédemment. Puis, à long terme, ben, on a les anticipations d'inflation qui baissent, donc un moins gros risque d'inflation à long terme. Puis, on a aussi le fait que la Fed devient de plus en plus crédible. Donc, il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup d'analystes au niveau financier qui pensaient que, bon, Warsh allait suivre un petit peu, là, allait être un petit peu la marionnette de Trump, puis faire un petit peu ce que lui voulait, puis en annonçant un petit peu ses couleurs comme quoi qu'il n'allait pas nécessairement baisser, puis qu'il allait vraiment se concentrer sur le problème actuel qui est l'inflation. Puis d'ailleurs, ben, Warsh n'a pas non plus, là, été nécessairement hawkish ou dovish. Donc, il a vraiment resté neutre, puis il a penché sur le problème au lieu de se faire, comme je disais tantôt, là, des scénarios, puis d'être un petit peu plus dovish ou un petit peu plus hawkish. Donc, le marché a juste interprété qu'il allait se pencher sur l'inflation, puis c'est pour ça qu'on a vu un repricing au niveau là, des taux d'intérêt à court terme là, assez rapidement. Donc, les taux à long terme qui baissent, vu justement ben, l'augmentation de la crédibilité, puis la diminution de la prime de risque de ce côté-là, puis la même chose du côté de la prime de risque au niveau de l'inflation. Parce que, comme j'ai mentionné tantôt, les anticipations d'inflation, ben là, ont chuté assez drastiquement depuis là, ben, mercredi ici. Donc, ça a continué de chuter, puis ça continue là même aujourd'hui. Donc, tout ça, ben, mis ensemble, on a ici les spreads de crédit qui bon, remontent un petit peu, là, mais sont relativement à la baisse. Donc, tout ça mis ensemble fait le scénario qu'on a observé là, la semaine passée sur les marchés. Puis, bon, j'ai fait un petit peu le comparatif avec Volcker en 1979. Par contre, bien évidemment, de son côté, on avait une situation beaucoup plus précaire, là, donc l'inflation était assez extrême. Mais il a quand même laissé faire toutes les forces externes. Puis c'est un petit peu la même chose là, que Warsh essaye de faire là, en arrivant à la Fed. Donc, il ne veut pas se laisser contrôler par des forces externes, des scénarios peut-être qui auraient été mis en place. Il veut vraiment développer un nouveau système pour attaquer les problèmes puis les maîtriser plus rapidement que ce que la Fed avait fait dans le passé. Donc, pour ce côté-là, bien évidemment, on va en savoir plus dans les prochaines semaines, prochains mois, à mesure que son plan là, se met en marche. De son côté, il a mentionné que ça devrait être mis en place là, d'ici la fin de l'année. Si je ne me trompe pas, on avait 5 ou 6 différentes choses qu'il voulait regarder, puis implémenter les différents comités de ce côté-là pour aider la Fed à attaquer, comme j'ai dit, les différents problèmes. Donc, on a notre flattener twist où les taux augmentent à court terme puis baissent à long terme. Puisque ça l'implique, bien évidemment, faut surtout pas oublier là, du côté du pétrole, que je vais sortir ici. Donc, le pétrole qui continue de baisser. Donc, depuis là, ben, finalement, là, le sommet qu'on avait eu, on a toujours fait des plus bas sommets. Puis on continue, là, la tendance commence même à s'accélérer à la baisse. Puis on arrive là, dans la zone finalement, là, avant que le conflit là, éclate un petit peu plus au Moyen-Orient. Ce qui va évidemment mettre la pression à la baisse sur l'inflation. Par contre, il ne faut pas oublier que au niveau de l'inflation, il n'y a pas juste le pétrole qui compte, on a aussi la croissance. Là. Fait que c'est un un balancier entre les deux. Si la croissance est ultra forte, puis il y a beaucoup de demandes finalement dans le système, bon, avec l'intelligence artificielle, l'économie qui explose un petit peu de ce côté-là,
mais les prix peuvent quand même continuer à augmenter. Ce n'est pas parce que le pétrole commence à baisser que les prix vont diminuer rapidement. Par contre, ça l'aide beaucoup. Donc, étant donné que l'énergie, puis le pétrole est beaucoup utilisé là, partout dans l'économie pour la construction, plein de choses, ça va aider là, à mettre de la pression à la baisse sur l'inflation, puis ça va beaucoup aider Wash à prendre aussi là, peut-être des décisions, là, des meilleures décisions, puis un petit peu plus facile de ce côté-là. Si on voit l'inflation se dissiper, l'inflation, dans le fond, qui a intégré le système là, depuis que le conflit là, a commencé à la fin février, en début d'année. Puis tout ça nous mène finalement au Japon qui a reçu un petit peu la transmission là, du choc qu'on a vu la semaine passée. Donc, si les taux courts augmentent aux États-Unis, bien évidemment, comme j'ai mentionné, le dollar a augmenté. Puis par la suite, bien évidemment, le dollar se renforce par rapport au yen japonais. Ce que ça fait, donc pour ceux qui ne savent pas nécessairement, la majorité du monde vont aller se financer au Japon parce que les taux d'intérêt sont ultra bas, voire même les taux réels là, sont dans le négatif. Donc, la majorité des institutions, peut-être banque centrale, ces choses-là, vont aller se financer au Japon pour investir ailleurs à un taux dérisoire finalement, là, même peut-être dans le négatif, parce que l'inflation au Japon est quand même assez élevée, étant donné encore une fois du côté du pétrole, donc le Japon qui est vraiment dépendant là, du pétrole. Par contre, comme j'ai mentionné, le pétrole commence à baisser, donc c'est positif là, pour la croissance au Japon. Mais bref, si je reviens là, à la devise telle quelle, on voit là, finalement, le USD et JPY augmenter. Donc ici, on a vraiment là, brisé des nouveaux sommets là, qu'on n'avait pas eu là, depuis un moment. Donc on est arrivé au sommet là, de juillet 2024. Alors que justement, là, le carry trade, c'était unwind au mois d'août par la suite. On avait vu la baisse là, assez drastique, ce qui avait affecté là, assez rapidement là, les différents indices à travers le monde. Donc, on arrive au même niveau. Puis ce que je veux pointer là, du doigt de ce côté-là, c'est qu'à mesure que justement le yen se dévalue, donc quand le USD JPY augmente, bien, ça veut dire que bon, ça coûte de plus en plus de yens pour acheter un dollar US. Donc, le dollar US est mieux finalement évalué là, que le yen japonais ou vice-versa. Donc, le yen se dévalue face au USD. Donc, dans ce cas-là, c'est plus le USD là, qui prend de la valeur face au yen, mais c'est la même chose là, dans les deux cas, dans les deux scénarios, qui nous mène à la liquidité. Donc, si justement le USD JPY augmente, bien, ça veut dire que ça coûte de moins en moins cher pour les investisseurs qui utilisent le carry trade, donc qui vont emprunter en yen japonais parce que bien, le yen se déprécie. Donc, si on emprunte en yen, puis la valeur en soi du prêt en argent se déprécie, ben, c'est positif pour la personne qui a emprunté, puis la personne, l'institution va pouvoir aller investir finalement, peut-être même ailleurs, dans d'autres pays, dans le fond, d'autres projets, par exemple dans l'intelligence artificielle, ces choses-là, à travers les différents marchés mondiaux. Donc, ça va être vraiment bénéfique. Donc, ça augmente finalement la liquidité à travers le monde, puis l'investissement dans les différents marchés. Donc, ça ici, le mécanisme a quand même soutenu le marché, puis c'est une des raisons pourquoi on n'a pas vu là, une chute majeure des indices, malgré le fait que les taux à court terme ont commencé à augmenter, parce qu'on voulait là, attaquer là, rapidement l'inflation du côté de la Fed. Puis, juste aussi rappeler au niveau de la Fed, bon, Wash est sorti, bon, il veut attaquer l'inflation, bon, on a compris ce concept-là. Par contre, il a répété plusieurs fois qu'il allait implémenter justement là, les différentes task force, là, donc les différents comités pour implémenter les meilleures stratégies. Donc, rien ne nous dit que la prochaine rencontre, il ne va pas avoir des choses qui vont shifter et qui vont changer rapidement. Le fait qu'on devrait avoir quand même beaucoup de volatilité dans les taux d'intérêt dans les prochains mois lors des différentes rencontres là, de la Fed pour faire changement un petit peu là, de Powell qui devenait peut-être un petit peu plus ennuyeux avec le temps. Donc, on ne devrait pas manquer d'action de ce côté-là. Donc, comme j'ai mentionné,
c'était positif pour la croissance au niveau du Japon parce que ben, aussi le carry trade devient de plus en plus intéressant. Puis par la suite, ben, on a vu justement le Nikkei, donc l'indice principal japonais, augmenter dans le fond. Là. Donc ici, on avait la semaine passée, donc touché des nouveaux sommets. Donc une journée là, était pratiquement là, up d'à peu près 3%. Évidemment, bon, cette semaine, ça a rebaissé un petit peu. On a eu un petit peu de leveraging de ce côté-là. Puis, bon, avec l'histoire avec la Corée. Mais ça montre un petit peu là, le mécanisme à travers le système monétaire, puis comment là, les différentes fonctions marchent ensemble. Maintenant, bon, qu'est-ce que ça implique au niveau du marché? Il faut regarder et essayer justement là, d'enlever le bruit, comme j'ai mentionné au départ, pour pas toujours essayer de se fier aux nouvelles, puis faire un petit peu n'importe quoi par rapport à ça. Fait qu'on va essayer de susciter justement des indicateurs. Puis si on regarde du côté, par exemple, ici, du crédit, je vais juste enlever ça ici, que ce soit plus simple. Donc, si on regarde l'implication directement là, du crédit, puis on compare par exemple l'immobilier face au marché, ben, on voit que bon, du côté de l'immobilier, il n'y a pas nécessairement là, de tracas, donc ça continue d'augmenter relativement bien, donc il n'y a pas d'impact à ce moment-là. Évidemment, au niveau de l'immobilier, ben, la demande, ça va prendre plus de temps si jamais il y a un réel choc. Puis de l'autre côté, on peut voir les banques régionales qui ne sont pas affectées là, non plus. Là. Donc, au niveau des banques régionales, là, on voit même pratiquement des nouveaux sommets. Donc, au niveau du crédit, vraiment à court terme pour les institutions qui prêtent justement puis qui sont impactées plus un petit peu par les prêts, ben ça les avantage. Donc, au niveau du crédit, étant donné qu'on n'est pas dans une économie où la demande ralentit, ben, l'augmentation des taux d'intérêt à court terme ne va pas nécessairement là, tout bousiller finalement là, leur profit, étant donné que ben, les personnes qui veulent aller faire des prêts, ces choses-là, ben, ont encore les moyens de le faire. Puis la demande, il n'y a pas de pression là, sur celle-ci. Donc, ils vont continuer de pouvoir là, en bénéficier, du moins à court terme. Puis tout ça pour dire que justement, le marché accepte là, le risque, puis les taux d'intérêt qui augmentent à court terme. Puis de ce côté-là, bon, on a aussi là, un petit signal par contre d'alerte au niveau des dividendes aristocrates qui nous montrent que les gens vont se positionner là, tranquillement vers des valeurs un petit peu plus sûres. Mais évidemment, mais ça fait partie de la rotation qu'on a vue aujourd'hui. Si on regarde au niveau des différents secteurs. Donc, on avait le consumer staple qui implique que finalement, là, les gens vont rotationner leur capital vers des actifs un peu moins risqués qui, justement, offrent du côté des dividendes. Donc, c'est pas important là, de connaître aussi un petit peu là, la relation entre les différents secteurs puis les taux d'intérêt parce que ça peut nous mettre là, ça peut nous créer une carte de finalement là, un petit peu pourquoi justement la rotation intervient dans le marché, puis on est capable de mieux se positionner là, par la suite. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à faire des petites capsules là-dessus sur Instagram, Substack, puis YouTube. Donc, vous pourrez aller voir ça. Là, je vais en sortir là, à peu près là, 2 par jour. Donc, vous pourrez aller voir ça là, éventuellement. Donc, évidemment, ben, tout le mécanisme nous ramène vers les actifs risqués. Comme j'ai mentionné, ben, le carry trade est plus avantageux. Bon, évidemment, aujourd'hui, on a vu un petit peu un unwind puis un de-risking de ce côté-là, mais ça devrait revenir là, dans les prochains jours avec une Fed là, beaucoup plus crédible. Une dernière chose que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'en ayant là, une Fed qui s'attaque directement au problème, probablement qu'elle va beaucoup être un petit peu plus là, réactive puis s'adapter en temps réel. Donc, comme je l'avais déjà mentionné, là, si je me souviens bien, dans une de mes articles sur Substack, j'avais mentionné que Warsh avait un background là, au niveau institutionnel. Bon, il a travaillé avec Stanley Druckenmiller, donc un des investisseurs là, les plus reconnus dans le monde. Donc, de ce côté-là, il faut s'entendre sur le fait qu'il il sait ce qu'il fait. Puis, selon moi, c'est pas nécessairement là, un hasard, dans le fond,
comment il est arrivé là, à la rencontre de mercredi passé. Puis c'est pas non plus un hasard, comme quoi que le prix du pétrole commence à baisser. Puis là, ben, on s'attaque à l'inflation pour finalement là, faire changer, shifter un petit peu là, la courbe à court terme, donc les taux d'intérêt qui augmentent à court terme. Donc, selon moi, ce n'est pas nécessairement un hasard. Donc, il comprend le mécanisme puis les flux justement là, de capitaux internationaux. Ce qui fait que son background lui donne vraiment là, plusieurs avantages. Puis en plus de ça, ben, il va aller se backer avec, comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, des différentes équipes selon là, la tâche qu'il va avoir là, devant lui, donc l'inflation au niveau du marché de l'emploi, puis ces choses-là. Donc, on devrait le voir quand même une belle réforme du côté de la Fed qui était quand même beaucoup attendue là, depuis plusieurs années. Par contre, il faut encore faire attention du côté de la crédibilité. Donc, s'il y a beaucoup, beaucoup de changements, ça pourrait là, choquer un petit peu le marché là, éventuellement. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, là, ben, il est vraiment resté neutre. Donc, il s'est penché sur le problème au lieu d'employer un ton hawkish ou dovish là, du côté de la rencontre là, de mercredi dernier. Donc, je vais faire d'autres articles là, par rapport à la Fed parce qu'on va avoir quand même beaucoup de choses qui vont bouger, puis différents mécanismes qui vont changer au niveau des régimes dans les prochains mois. Donc, si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, m'écrire en privé sur Substack, Instagram, si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous vouliez que j'améliore. Donc, j'essaie de mettre ça le plus possible et d'être rapide là, pour sortir les articles en temps réel. Par contre, on comprend que les marchés bougent assez vite, puis il y a quand même beaucoup de mécanismes à comprendre, comme vous avez pu le voir. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires ou en privé si vous avez plus de questions. N'hésitez pas à repartir la vidéo. Des fois, là, je vais un petit peu vite. Il y a quand même beaucoup de concepts. Je vous invite aussi à écouter mes récentes là, vidéos qui expliquent un petit peu la rotation aussi au niveau des secteurs pour comprendre là, le backdrop derrière tout ça, puis surtout les taux d'intérêt. Puis je vais vraiment essayer de focuser là, sur justement les taux d'intérêt puis les mouvements là, dans la courbe pour interpréter le régime là, au niveau de l'inflation, la croissance, puis la liquidité dans le système pour qu'on puisse justement pouvoir tous en profiter éventuellement. Puis je vais également essayer de commencer là, à faire quelques transactions. Donc j'ai pris là, une transaction sur la Nasdaq là, ce matin. On va voir comment que ça va se dérouler. Puis comme j'ai dit, bien évidemment, on s'attend quand même à beaucoup de volatilité dans les prochaines semaines, puis au courant là, de l'été. Donc toujours faire attention. Puis je rappelle que ce n'est pas des conseils financiers que je donne, c'est vraiment là, pour expliquer la dynamique puis ce que j'apprends là, en temps réel. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé, puis ça me fait plaisir d'en parler avec vous.